Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. 95 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que la Banque mondiale a octroyée au Sénégal pour financer le projet d'accélération de l'économie numérique. La 7e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique a pris fin ce vendredi. Déclaration de politique générale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar invite le Premier ministre à procéder à ce rituel conformément à l'article 55 de la Constitution. Face à la presse, ces députés ont annoncé des réformes pour supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et dans le journal des régions, nous irons à la découverte de Toubab Dialaw, un endroit touristique qui accueille chaque année de nombreux touristes. Il fut un comptoir commercial et une zone de transit des esclaves vers Gorée, à suivre avec Mariem Biramba. Bienvenue à tous. La Banque mondiale accorde 95 milliards de francs CFA au Sénégal pour financer le projet d'accélération de l'économie numérique PAENS. C'est l'une des conclusions de la 7e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique CIPEN qui a pris fin ce vendredi. Le PAENS vient concrétiser ainsi la volonté de l'État du Sénégal d'accélérer la digitalisation de l'administration. Ndeye Koumba Ndiaye. En lançant le PAENS, l'État répond aux besoins croissants des populations et des entreprises. Le Sénégal amorce ainsi une marche résolue vers la transformation digitale de son administration. Le président de la République a insisté sur la performance de l'administration. Il a également insisté à moult reprises sur la sécurisation de nos données. Il a également insisté pour qu'on puisse asseoir au Sénégal ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Et tout cela demande énormément d'exigences, demande beaucoup de moyens. Et nous espérons, à travers le lancement de ce projet, qui est le PAENS, qui est un projet hyper ambitieux, que d'ici 5 ans, Inch'Allah, que toutes nos problématiques connues jusqu'ici, en matière de digitalisation des services administratifs, en matière de digitalisation de l'administration de manière générale, puisse être résolue une bonne fois pour toutes. La digitalisation, véritable levier de développement, joue un rôle crucial dans tous les secteurs. Celui de la santé en fait déjà l'expérience. La transformation digitale du système de santé est extrêmement importante parce que ça permet de gagner gain de temps, économie et efficacité, surtout dans les services de santé qu'on va délivrer aux populations. Et ce projet-là vient à son heure. Parce que quand on parle, par exemple, du dossier patient, on arrivera à faire l'historique des soins depuis la naissance jusqu'à la mort. Avec quelqu'un qui est aujourd'hui à Dakar, qui est dans la base de données, il part au Fouta ou il part à Fongolemi, il a un problème de santé. Il faut juste qu'on fasse rentrer son identifiant pour qu'on retrace. Et même si avant il avait fait des analyses médicales, le médecin peut avoir accès à ces analyses médicales. Une accélération numérique s'impose afin de contribuer à la croissance des pays africains en développement. Le Salon international des professionnels de l'économie numérique, CIPEN 2024, s'est achevé en présence des différents services de l'État. Toutes les parties prenantes ont profité de l'occasion pour échanger sur l'avenir de la digitalisation et ses avantages dans le développement économique du Sénégal, mais surtout des pays en développement. Lancement de la deuxième phase du programme opérationnel conjoint de lutte contre l'immigration irrégulière, donc au global de 4 milliards de francs CFA. Ce programme est copiloté par l'État du Sénégal et l'Union européenne. Les autorités sénégalaises, à travers le ministère de l'Intérieur, ont souligné les axes de coopération. Habibou Mbaye. Le Sénégal et l'Union européenne, pas à pas, pour sceller le pacte qui lance la deuxième phase du programme opérationnel conjoint de lutte contre l'immigration irrégulière, la traite et le trafic de migrants au Sénégal. Le constat amer noté ces dernières années marquées par la déferlante de migrants vers l'Europe suscite une prise de conscience chez les autorités sénégalaises et les États de l'Union européenne, comme qui dirait deux faces d'une même pièce. D'une part, la migration légale, régulée par chaque pays, qui est une source d'échanges fructueux
de rêves et d'ambitions partagées. D'autre part, la migration irrégulière qui s'est accrue mondialement et qui est alimentée par des réseaux criminels exploitant la détresse humaine. C'est en collaborant avec un esprit de responsabilité partagée que nous pourrons tirer profit des migrations légales et des opportunités qu'elles offrent, tout en empêchant la migration irrégulière et en luttant contre les trafics qui la sous-tendent. C'est dans cet objectif que cette deuxième phase du POC vient poursuivre la réponse à la demande du gouvernement du Sénégal. Et c'est ainsi que l'Union européenne a mis sur la table 4 milliards de francs CFA après une première phase réussie. Le Sénégal avait bénéficié d'un premier programme dénommé POC, financé par le Fonds fiduciaire à hauteur de 9 millions d'euros. C'est ainsi que le POC 2 a vu le jour avec un objectif plus large que le programme précédent. Le POC 2 couvre ainsi un large spectre d'actions et d'activités touchant divers domaines de la criminalité transnationale organisée, mais calqués sur les besoins sécuritaires du Sénégal. Ainsi, il n'est nul besoin de rappeler que les défis sécuritaires auxquels est confronté notre pays aujourd'hui sont multiples et multiformes. Ce caractère multiforme implique la prévention de la lutte contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la protection des frontières, les trafics illicites, médicaments, circulation des armes légères et de petit calibre, blanchiment de capitaux. 4 ministères impliqués dans ce programme: Intérieur, Justice, Finances, Forces armées, pour gagner conjointement ce combat dont l'album Souvenir est à garder dans les annales sécuritaires. L'État du Sénégal qui vient également de bénéficier d'une enveloppe de plus de 188 milliards de francs CFA, un appui des partenaires sociaux destinés à l'emploi des jeunes, et c'était lors d'une rencontre consacrée à la formation professionnelle. Luz Bidza. La plateforme d'échange constitue une matérialisation concrète du soutien des partenaires. Le but est d'offrir à la jeunesse sénégalaise des formations de qualité en phase avec les besoins et les opportunités du marché du travail. Le Sénégal compte une population particulièrement jeune, dont près de 50% de moins de 18 ans. Cette caractéristique constitue un important dividende démographique pour le pays. Mais elle crée également une situation de demande croissante de formation et d'emploi à laquelle le secteur privé formel ainsi que les programmes du gouvernement peinent à répondre. Les partenaires au développement s'engagent donc auprès de l'État du Sénégal en appuyant les axes clés de la formation professionnelle et technique. Le portefeuille des engagements avec les partenaires au développement porte environ sur 188 milliards 264 533 116 francs CFA sur une durée moyenne de 4 années. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos efforts continus et votre soutien indéfectible. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter des orientations stratégiques de notre département en matière de formation professionnelle. Notre objectif est de tracer ensemble une voie qui permettra d'améliorer la qualité et l'accessibilité de la formation professionnelle pour tous nos concitoyens. Le Sénégal a connu en mars 2024 une nouvelle alternance politique qu'il a introduite dans une nouvelle ère de gouvernance et de pilotage des politiques publiques inscrites dans un projet de transformation systémique. La vision politique affirmée par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, prône une éducation et une formation scientifique de qualité attrayante, accessible et alignée aux besoins du monde du travail. La politique de la formation professionnelle qui intervient dans l'axe 3 du projet, dénommé Capital humain et qualité de vie, met, entre autres, l'accent sur un plein emploi productif, un travail décent pour tous et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Malgré les progrès réalisés dans ce domaine, de nombreux défis sont à relever. La disparité régionale, l'inadéquation des compétences avec les besoins du marché et du travail
et le manque de ressources financières et matérielles sont autant de problèmes auxquels le ministère de la formation professionnelle doit faire face. Et au chapitre éducation, l'élève du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, Ramatoulaye Kane, devient Miss Math pour la deuxième fois après 2022. Elle réédite l'exploit en 2024. Les meilleurs élèves des 16 académies du Sénégal ont participé à ce concours. Objectif, promouvoir les filles dans les filières et séries scientifiques. Salut Sec. L'excellence célébrée au Théâtre national Daniel Sorano. Pour cette édition, la Miss Math 2022, Ramatoulaye Kane, du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, réédite l'exploit et devient Miss Science 2024. Et la Miss Math se nomme Khadisienne de l'établissement Kër Badiane May de l'Académie de Diourbel. De brillantes élèves qui suivent les pas de leur marraine, une femme d'exception qui incarne l'excellence dans ce domaine. Le médecin général Fatou Fall, directrice générale de l'hôpital principal de Dakar. Comme vous, je suis passionnée par les sciences et notre implication active commune dans les disciplines scientifiques encouragera d'autres jeunes filles à suivre vos pas, créant ainsi une génération entière de femmes scientifiques prêtes à bâtir un avenir plus résilient et durable pour notre pays. Je vous confie ce message. N'abandonnez jamais vos rêves, surtout lorsque le chemin semble difficile. Chacune d'entre vous a la capacité de changer le monde. Pour cela, vous devez croire en vous et continuer de travailler avec détermination, patience et endurance. Au total, 32 brillantes élèves ont participé au concours des élèves sélectionnés dans les classes de 4e et de 2e. Chère Miss, vous êtes toutes méritantes, eu égard à la place des mathématiques, des sciences et des technologies pour la souveraineté économique de notre pays, voire son développement. L'État du Sénégal, à travers le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une place centrale à la formation de pointe de la jeunesse, surtout des filles, en mathématiques, en sciences, en technologie, en numérique et en entrepreneuriat. Une telle formation dans ces domaines permettra d'avoir des ressources humaines qualifiées pour relever les défis liés à la souveraineté économique. Le thème de cette année met l'accent sur le rôle des lauréates pour bâtir un Sénégal souverain et résilient face au changement climatique. Pour que les femmes puissent jouer un rôle de premier plan dans l'action climatique, il faut qu'elles bénéficient d'un accès équitable aux ressources, à l'éducation et à la formation. D'où l'importance de l'éducation des filles dans le contexte de l'action climatique et la résilience. L'orientation des filles vers les séries scientifiques est un moyen essentiel de lutte contre les changements climatiques dans la mesure où elle leur permet de prendre part aux efforts vitaux d'adaptation qui peuvent être réalisés au sein de leur propre communauté. Vos performances dans les sciences et les mathématiques interviennent au moment où le Sénégal s'engage de plein pied dans le processus d'exploitation du pétrole et du gaz qui requiert la contribution de l'expertise sénégalaise sous toutes ses formes. Ces élèves sont ainsi fêtés devant leurs camarades, une belle reconnaissance de leur exploit. Je suis très fière quand même d'avoir remporté ce concours, qui n'était pas remporter ce concours quand même n'était pas quelque chose de facile. On a dû travailler dur, donc la satisfaction, ça en valait la peine. Voilà. Contentement, je suis fière de moi. La clé de succès, le travail, le soutien de mes parents, des élèves, des professeurs, de tout l'établissement. De futures actrices dans la construction d'un Sénégal souverain et résilient face aux défis du développement durable. Elles s'engagent à maintenir le cap. Et je vous le disais dans les titres, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar invite le Premier ministre Ousmane Sonko à venir faire sa déclaration de politique générale conformément à l'article 55 de la Constitution. Lors d'un point de presse, ces députés ont qualifié d'indéfendable le prétexte d'un faux règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou d'un vide juridique. Ils ont annoncé des réformes pour supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous retrouvons Salou Seck.
Face à la presse, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar est revenu sur la sortie du groupe Yewwi Askan Wi, invitant le Premier ministre à ne pas faire sa déclaration de politique générale devant l'actuelle Assemblée nationale. Selon le porte-parole du jour, les motifs évoqués ne sont pas fondés. Le prétexte d'un faux règlement intérieur ou d'un vide juridique sur les délais de la déclaration de politique générale est simplement fallacieux et indéfendable pour des raisons ci-après. La disposition constitutionnelle s'impose au Premier ministre, obligatoire. En l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable, meilleur délai, qui s'applique. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'organisation de l'élection présidentielle en mars est là. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de Yewwi Askan Wi ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amadou Ba sans aucune réserve. Les députés de Yewwi Askan Wi avaient introduit une motion de censure contre l'ex-PM Amadou Ba sur la base curieusement du même règlement intérieur argué de faux. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar invite ainsi le Premier ministre à venir faire sa déclaration de politique générale. Il demande au président de l'Assemblée nationale d'apporter des clarifications sur l'actualité parlementaire au Sénégal et ses développements. Les députés du Sénégal que nous sommes appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a annoncé des réflexions sur des réformes pour supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et la possibilité d'un dépôt d'une motion de censure. Et nous restons à l'Assemblée nationale qui a été totalement rénovée avec une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. L'hémicycle a fini de faire peau neuve avec des équipements modernes, digitalisés, une régie de télévision et l'innovation. Les votes ne se feront plus à main levée, mais de manière électronique. Visite guidée à l'Assemblée nationale avec Habib Mbaye. Lever la main pour voter, s'emparer d'une urne, de vieux souvenirs à l'Assemblée nationale. L'hémicycle a fini de faire peau neuve, digitalisé, une régie de télévision au top, les box d'interprétation plus performants, le NEC plus ultra d'une modernisation. Cette modernisation de l'Assemblée nationale porte sur plusieurs aspects. D'abord, il y a la rénovation de l'hémicycle qui est là. Ensuite, il y a la digitalisation des procédures et une modernisation de l'ensemble des plateformes qui sont utilisées ici. Comme vous le voyez également, nous avons les cabines d'interprétation qui ont été totalement changées, modifiées avec des équipements également modernes. Ce projet de modernisation facilité par la KOICA, l'agence de coopération coréenne, financé à hauteur de 6 millions d'euros, soit 3 milliards de francs CFA, pour avoir une assemblée digitalisée. Aujourd'hui, le vote, la prise de parole, l'affichage du vote, le comptage des votes se font de façon électronique. Et là, les députés n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au pupitre pour parler. Il suffit, à partir de leur station, de voter, de prendre la parole et également à partir d'une carte. Maintenant, il faudrait effectivement que cette carte-là soit identifiée. Et ce qu'on a fait, chaque député a une carte. Donc, quelle que soit sa position dans la salle, il peut intervenir. Il peut changer de place, mais il faut qu'il mette sa carte. C'est la carte qui l'identifie, qui constitue sa position. Le coût global, c'est 6 millions de dollars, environ 3,5 milliards. Une nouvelle Assemblée nationale qui anticipe déjà sur l'augmentation du nombre de députés. La capacité a été améliorée de 5 rangées de travées dans l'ancienne structure. Nous en sommes aujourd'hui à 7. Bon, les 6 ont été occupés. Il y a une troisième rangée devant vous qui pourrait effectivement servir. La capacité d'accueil a été fortement augmentée de 174 places en potentiel. Nous sommes aujourd'hui à 186 places en potentiel. Cela veut dire qu'il y a des possibilités, si dans l'avenir, c'est une anticipation,
il y a une augmentation du nombre de députés, l'Assemblée nationale pourra toujours recevoir l'ensemble de ses députés. Et tous ces députés reviendront à l'hémicycle dans un nouvel environnement plus moderne qui n'a rien à envier aux autres parlements du monde. Parlons à présent des vacances agricoles. Le ministre de la Jeunesse a tenu une séance d'information pour lancer la campagne de communication sur le programme de souveraineté alimentaire. Un appel du Premier ministre sur instruction du chef de l'État et qui invite les jeunes à un retour à la terre pour nourrir le Sénégal. Fontabadji. Mettre à profit les vacances pour relever les défis agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Le ministre de la Jeunesse invite les jeunes à s'approprier le programme Vacances agricoles et à promouvoir sa pertinence. Ce que nous attendons de vous, comme vous l'avez toujours démontré, parce que ces vacances agricoles ne sont que les prolongements des vacances agricoles patriotiques qui ont été menées durant ces dernières années à travers les différentes activités de vacances de la jeunesse patriotique du Sénégal. Et nous sommes inspirés de ces vacances-là. Et vous n'avez jamais été en reste. Une plateforme sera mise à disposition pour permettre aux jeunes de s'inscrire et de se renseigner sur le programme de vacances agricoles. Nous sommes à la phase pilote de ce programme-là. Et je vous demande de vous rapprocher de nos services techniques, de l'ingénieur data scientist chargé de mettre sur pied et gratuitement cette plateforme-là pour des idées, pour aussi, s'il existe des fermes agricoles individuelles, ou bien si vous connaissez aussi des champions qui ont eu à se réaliser à travers l'agriculture, faites-nous en part, faites-les savoir pour mieux sensibiliser la jeunesse. Selon le ministre de la Jeunesse, de bonne volonté se sont engagés à accompagner ces vacances agricoles. De nombreux hectares sont en attente d'exploitation dans pratiquement tous les départements du pays. Nous avons travaillé là-dessus pendant toute la semaine pour pouvoir avoir les fermes exploitables, qualitatives, à mettre de façon urgente à la disposition des jeunes qui auront à s'inscrire à travers la plateforme. Ce n'est pas un rêve. Nous pouvons faire de notre pays une terre, un sol d'espoir, une terre d'avenir où tout le monde voudra venir. Oui, et c'est bien possible. Porteurs de voix, étudiants en agriculture, exploitants agricoles, mouvements de jeunes, acteurs culturels ont manifesté leur disponibilité à soutenir ces vacances agricoles, une mobilisation qui traduit une volonté manifeste d'être au service de la patrie. Voilà le ministre qui invite les jeunes à soutenir ces vacances agricoles. Place à présent au Journal des régions. Campagne agricole 2024-2025, le département de Tivaouane a procédé à la réception des quotas de semences d'arachide et au lancement officiel des opérations. Une activité tenue plus tôt que d'habitude pour permettre aux producteurs locaux de disposer des intrants pour une bonne campagne agricole. Cette année, des innovations sont également notées dans la distribution des semences, nous dit Fatimata Banelba. Conformément aux directives des nouvelles autorités étatiques, l'administration territoriale en première ligne pour mener à bien la campagne agricole 2024-2025. Cette année, le département de Tivaouane a reçu un quota de 1490 tonnes de semences, soit une augmentation de 49%. Idem aussi pour les autres variétés. Nous avons également noté l'augmentation de la subvention pour les intrants. Le sac d'engrais qui coûtait l'année dernière 8 000 francs est aujourd'hui cédé à 6 500, soit une réduction de 1 500. Le kilogramme d'arachide coque qui était a été 250 et maintenant 230. Pour le décortiquer également, on est parti de 500 à 450, soit une réduction de 50 francs. Tout le quota du département est quasiment disponible concernant les semences et l'engrais. Le seul appel que je lance aux opérateurs, c'est de tout faire pour acheminer les intrants à temps dans tout le pays, conformément aux directives. Les normes de qualité des semences sont également bien appréciées par les producteurs de Tivaouane. On a procédé au pesage et également à la vérification même de la qualité du produit. Et nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui de déclarer que les semences ont respecté les normes aussi bien pour la qualité que pour la quantité.
Au-delà de la réception des semences, le préfet du département a lancé les opérations de cession à travers des commissions de ciblage communautaire et l'implication des acteurs à la base. Une avancée majeure est notée durant cette campagne agricole à travers la dimension genre, avec 20% des semences allouées aux femmes. Et je crois que nous, à Tivaouane, nous pouvons même dire que nous sommes allés même au-delà de ce pourcentage-là. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du ciblage des quartiers, nous avons demandé à ce que les listes comprennent au moins 20% de femmes. Ce qui nous permet déjà de respecter ce pourcentage-là. Il va s'y ajouter maintenant donc, les groupes vulnérables pour les personnes vivant avec les handicaps, mais aussi les quotas pour les jeunes. Et dans ces catégories-là aussi, vous allez trouver encore des femmes. Vous voyez que donc nous allons dépasser même ce quota de 20%. Et mieux, nous avons même travaillé en amont à ce que il ne s'agit pas simplement d'allouer des semences aux femmes, mais de les aider aussi à accéder à la terre. Je me réjouis d'avoir reçu mon stock d'engrais et de semences, en plus très tôt, contrairement à l'année dernière. À cette période de l'année, nous courions toujours derrière les intrants. Donc, c'est avec une grande satisfaction que j'ai reçu mes intrants. Je remercie également les autorités pour avoir impliqué les femmes dans le processus de distribution. Pour les femmes, nous sommes passés de 50 à 125. Ça nous donne une grande satisfaction en tant que femmes. Le département de Tivaouane est une des zones agricoles par excellence de la région de Thiès. Ainsi, les autorités administratives comptent bien faire le suivi de la distribution et assurent qu'elles seront intransigeantes sur la traçabilité des graines. Les agriculteurs apprécient les moyens mis en place pour booster les productions agricoles afin de répondre aux défis de souveraineté alimentaire. Le ministre de la Famille et des Solidarités a remis à son homologue de la Santé une enveloppe de 3 milliards de francs CFA au titre de la dette liée à la prise en charge de la gratuité de la dialyse. Et c'était en marge d'un atelier de 3 jours sur la gestion de la gratuité de la dialyse au Sénégal, une problématique qui a réuni l'ensemble des acteurs de la chaîne, y compris les associations de malades. Nous retrouvons Fatimata Banelba. Depuis plus d'une décennie, l'État du Sénégal a décidé de la prise en charge gratuite des soins de santé de certaines cibles vulnérables de la population, y compris les malades atteints d'insuffisance rénale. La prise en charge de l'initiative de la dialyse se fait à travers le remboursement des kits livrés par la pharmacie nationale d'approvisionnement et des séances effectuées par les structures de santé publiques et celles privées ayant signé une convention avec l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Seulement, la gratuité de la dialyse a toujours été confrontée à plusieurs difficultés, liées surtout aux arriérés de remboursement. C'est ce qui justifie ce chèque de 3 milliards remis par le ministre de la Famille et des Solidarités à son homologue de la Santé au titre de la dette. Concernant la CNPNA, un chèque d'environ 3 milliards, 2 milliards 946 millions vient d'être payé. Nous attendons la facturation, certes, de la CNPNA à partir du mois de janvier 2024. Et normalement, il resterait 4 milliards environ à solder pour que les pendules soient à l'heure. Donc, nous sommes dans toutes les dispositions, en tout cas, de régler cette situation. Il faudrait donc revoir le modèle économique pour trouver des solutions plus durables et soutenables. Cela inclut également la négociation de nouveaux contrats avec les fournisseurs et la mise en place de pratiques de gestion plus efficaces, soutient Madame le ministre de la Famille et des Solidarités. Moi, je pense que nous allons vers vraiment des solutions durables, bénéfiques mais durables. Des solutions humaines, bénéfiques mais durables. Et c'est ce qui est important. Il est temps maintenant au Sénégal qu'on parle de dialyse avec une certaine humanisation dans les relations, mais surtout que le malade soit au cœur, du début à la fin, de ce qui va être entrepris comme résolution. Si aujourd'hui au Sénégal, on arrive à régler définitivement ce problème de la dialyse, on va dire que oui, notre système de santé a atteint d'être performant et que notre système de santé a pu quand même réaliser des bons importants. Et moi, je sais que c'est vraiment des populations qui souffrent. Parce qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas des vidéos, où on n'a pas une remontée d'informations sur le problème que ces populations-là sont en train de vivre actuellement. Durant cet atelier, la qualité des ressources humaines formées au Sénégal a été bien saluée par tous les acteurs. En 2005, on n'avait que 3 néphrologues au Sénégal. Et on a ouvert une école de néphrologie qui a formé plus de 200 néphrologues.
mais qui venaient de 20 pays d'Afrique. Mais au moment où je vous parle, nous avons 50 néphrologues qui ont été majoritairement formés au Sénégal et qui sont dans ces différents centres. Mais c'est encore très faible par rapport à la demande, parce que nous sommes à moins de 4 néphrologues par million d'habitants. Alors que vous avez vu dans les pays développés, ils ont plus de 30 néphrologues par million d'habitants. Et pour mieux appuyer les acteurs, un nouvel arrêté a été pris par le ministère de la Famille et des Solidarités portant sur l'organisation de la prise en charge de la dialyse. Ce qui réconforte la volonté des nouvelles autorités de placer la protection sociale, notamment celle des couches vulnérables, au cœur de leurs priorités, à travers le renforcement des programmes de santé et d'assurance maladie pour tous, afin de relever sensiblement la qualité et l'accessibilité aux soins. Et dans le cadre du programme de promotion économique des femmes, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA vient d'octroyer des équipements et matériels aux femmes de la région de Kédougou, une trentaine de moulins à mil pour alléger les travaux domestiques. La cérémonie de remise s'est tenue en présence du ministre de la Famille et des Solidarités. Compte rendu Tidiane Cissé. C'est dans l'enceinte de la gouvernance de la région de Kédougou qu'autorités et bénéficiaires se sont rencontrés pour procéder à la cérémonie de remise de ces moulins à mil. Au total, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA a distribué 35 moulins pour alléger les travaux domestiques des femmes. Ces équipements vont sans doute alléger les conditions d'existence des femmes en favorisant leur autonomisation et l'accès des ménages à des activités génératrices de revenus. Madame la ministre, Madame le ministre, sachez que les femmes de Kédougou ont des difficultés liées à l'accès aux matériels agricoles. Mais nous savons que maintenant, on a une ministre qui est prête à défendre notre cause. Depuis sa création en 2017, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a mis en place un programme de promotion économique des femmes et des jeunes. L'objectif pour le PUMA est de permettre aux femmes du monde rural d'être autonomes. Et les nouvelles autorités s'engagent aujourd'hui à faire plus pour le développement économique de la région de Kédougou. Notre ministère, institué par le chef de l'État, constitue une réponse concrète aux aspirations des populations frontalières se trouvant particulièrement dans des zones défavorisées et les plus éloignées pour le développement des infrastructures socio-économiques de base et de sécurité. D'où le sens des nombreux investissements du PUMA dans la région de Kédougou et qui vont se poursuivre dans le respect des orientations du gouvernement du Sénégal. Ces investissements seront renforcés conformément aux instructions des autorités supérieures pour promouvoir le développement économique de Kédougou. À Salémata, ce que l'on consomme, c'est soit le maïs, soit le riz ou le mil, des céréales qui nécessitent d'abord une transformation. Donc ces machines vont nous faciliter la tâche. En juin 2023 également, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers avait organisé également une cérémonie de la sorte à la gouvernance de Kédougou pour remettre une trentaine de moulins à 34 groupements féminins de la région. Et pour finir, allons à la découverte de la première zone de peuplement lébou du Cap-Vert, Toubab Dialaw, aujourd'hui localité touristique prisée, fut un comptoir commercial et une zone de transit des esclaves vers Gorée. Mariem Biramba nous amène à la découverte de Toubab Dialaw. Une ruelle sinueuse qui donne sur la plage de Toubab Dialaw, un village du Sénégal situé sur la petite côte, au sud de Dakar, entre Bargny et Popenguine. Une petite échappée belle pour découvrir cet endroit qui a le charme des lieux oubliés. Avec ses eaux cristallines, son sable fin, ses rochers et falaises ocre, Toubab Dialaw est une des destinations privilégiées de beaucoup de touristes et même des Sénégalais qui y ont implanté des résidences secondaires. Un point d'histoire méconnu. Toubab Dialaw fut un comptoir commercial et une zone de transit des esclaves vers Gorée.
Quand les Européens amenaient les esclaves, c'est ici qu'ils les gardaient. Les esclaves étaient assoiffés et affamés. Ils étaient tous couchés ici. En son temps, il n'y avait presque pas ces maisons que vous voyez là. Les esclaves venaient du Bénin, du Mali. Ils venaient des profondeurs du Sénégal aussi. Et derrière, c'est là où le bateau accostait. Il y avait une grande machine à laquelle l'ancre du bateau était attachée. Berceau originel des Lébou du Cap-Vert, cette zone était un grand site d'échange qui permettait aux paysans de vendre leurs récoltes aux Européens qui les chargeaient dans les bateaux. D'ailleurs, c'est de là qu'est venu le nom de Toubab Dialaw. Au moment où ce lieu était un comptoir de commerce, quand on croisait ceux qui venaient au marché et qui demandaient où était le Toubab, c'est-à-dire le blanc, on lui répondait qu'il était à Dialaw. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom de Toubab Dialaw, le Toubab qui est à Dialaw pour faire du commerce. C'est sur cette place publique dénommée Ngouille que les Blancs avaient fait débarquer le plus grand miroir à l'époque pour l'offrir aux Lébou. Barham revient sur cette fameuse histoire du miroir de Dialaw. Cet écho a fait le tour du Sénégal à cette époque. Dès qu'on l'affirmait, si tu vas à Toubab Dialaw, tu le trouveras attaché au pied du Baobab. On pouvait y voir son image une fois qu'on se mettait devant. C'est là où les gens se mettaient en rang pour tour à tour défiler devant le miroir pour simplement se mirer. Déjà à l'âge de 12 ans, Barham se rappelle des objets de ce troc qu'il ramassait. 1971, 72, 73, 75. De 1971 jusqu'à 75, 77, il y avait encore ces objets ici. Mais c'est la mer qui a tout englouti et tout fait disparaître. C'est ici que Cheikh Anta Diop garait sa voiture avant de faire des prélèvements. Je lui remettais des vases appartenant à des gens qui étaient inhumés avec tous leurs biens. Et quand les vagues arrivaient, elles déterraient. Tout ceci réapparaissait avec justement des pierres d'ombre. Quand je suis devenu grand, que j'ai compris que c'est Alifan qui les amenait pour faire ses études. Un détour à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar nous permet d'avoir la confirmation que Toubab Dialaw était bel et bien un comptoir commercial. Effectivement, on a fait des fouilles là-bas et les objets qu'on a collectés renvoient à une longue période d'occupation de ce site-là. Et les premiers occupants, au moins, ça daterait sur la base des dates carbone 14, de 300 à 400 après Jésus. On a pu collecter un certain nombre d'objets qui renvoient à la traite atlantique dans son ensemble. Donc, c'est d'abord, par exemple, les pierres à fusil qui ont pu être utilisées dans la chasse à l'homme, les alcools, du liqueur d'origine britannique, d'ailleurs, je crois, pour le site de Dialaw, si mes souvenirs sont bons. On a trouvé également des bouteilles de vin, des perles de verre et des pipes à tabac aussi. Des pipes à tabac dont certaines étaient de fabrication locale, mais il y en a aussi qui étaient importées, des pipes de Marseille, je crois. Aujourd'hui, avec l'explosion immobilière sur ces terres de Toubab Dialaw, Dr Thiaw alerte. Dialaw, c'est l'un des plus grands sites que j'ai jamais vu au Sénégal. Ça fait presque une trentaine d'hectares au plus. Et avec une richesse de vestiges extraordinaire. Et variée, très riche. C'est la plus dense concentration de culture matérielle que j'ai jamais vue sur un site dans l'espace sénégalais. Le seul endroit où j'ai vu ça ailleurs, dans la sous-région, c'est le site de Djéné-Djéno au Mali, où il y avait tellement de matériel que les archéologues étaient obligés d'échantillonner. Mais la dernière fois que je me suis rendu sur le site de Dialaw, malheureusement, j'ai trouvé que le site était en train d'être lotissé. Et j'ai trouvé les bulldozers en train de raser les buttes archéologiques. Et ça, c'est des archives. C'est les meilleures archives dont nous
puissions disposer pour raconter notre propre histoire. Donc c'est vraiment dommage de voir ces sites-là détruits dans le cadre de travaux. Et nous profitons de l'occasion pour interpeller les autorités de prendre les dispositions pour éviter que ces sites-là soient détruits. Sous les vagues se cache tout un trésor, témoin d'une partie de l'histoire du commerce triangulaire au Sénégal. À Toubab Dialaw, point de repos des esclaves vers Gorée, comptoir commercial, une histoire du roman national souvent méconnu. Voilà, merci beaucoup Mariam Biramba pour cette découverte. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour le journal en Wolof. Bon après-midi à tous. Vivez le meilleur du sport avec la